bien, j'ai tout d'abord fait des études universitaires en physique-chimie, donc j'ai jusqu'au DEA de physique radiologique, hein, puisque je me destinais finalement à être physicien hospitalier, donc ce qui n'a pas grand-chose à voir avec les sciences de l'éducation. Je m'occupais de les interactions rayonnement-matière, donc j'ai fait ma thèse à Villejuif, à l'Institut Gustave-Roussy, voilà, pendant 3 ans, et j'étais en même temps assistant d'un professeur là-bas, donc je faisais en gros la fonction d'attaché assistant de sciences fondamentales en fac de médecine. Donc j'ai commencé ma carrière en fac de médecine, à faire les préparations des premières années, deuxième année, et puis tout ce qui était spécialité justement en radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, enfin voilà. Et puis là j'ai découvert donc le métier, alors la recherche bien sûr, puisque je préparais ma thèse, hein, et puis surtout comment dirais-je, l'enseignement, vraiment ça m'a énormément plu à ce moment-là, parce que bon, j'avais des étudiants qui préparaient le concours. La première semaine, j'en avais 25, puis après 30, puis 35, puis 40, etc. Je me suis dit, tiens, je dois être assez doué pour l'enseignement, donc ça m'intéresse. Et puis finalement, je me suis dit, enseignant-chercheur, ce serait peut-être quelque chose de vraiment très bien. Et j'ai renoncé donc à la carrière de physicien d'hôpital, en fait, pour me lancer dans une carrière d'enseignant-chercheur. Et donc, je suis arrivé à l'université d'Angers. Donc, j'ai été maître de conférence à l'université d'Angers. Là, évidemment, ma spécialité physique nucléaire appliquée à la biologie n'existait pas. Donc, j'ai refait de la physique atomique, qui est un peu différent de la physique nucléaire. Après, j'ai fait un petit peu de différentes choses. Et puis, très vite, je me suis intéressé à l'aspect enseignement. Et comme ça marchait plutôt bien avec les étudiants, c'était une jeune université, ça m'a permis de développer des nouveaux enseignements. On a créé une licence de sciences physiques, on a créé un CAPES de physique-chimie, l'agrégation, et donc je me suis trouvé responsable de la formation pendant un certain temps. Et en même temps, les IUFM se créaient à l'époque, et donc on m'a proposé d'arriver à l'IUFM de Nantes, enfin dans Nantes-Angers, de façon à pouvoir créer tout ce qu'on appelait à l'époque le groupe de référence, parce qu'il y avait des groupes de référence c'est rare pour s'occuper d'un groupe, pour les amener au concours. Donc je me suis lancé un petit peu là-dedans, et après je suis arrivé tout à fait naturellement à l'IUFM en fait, hein. J'ai demandé ma mutation en quelque sorte à l'IUFM, où là je me suis occupé au début des CAPES de physique-chimie, puis après je me suis intéressé aussi au premier degré, puisqu'on faisait un petit peu tout là-dedans. Et puis de ma discipline stricto sensu, je suis passé à l'analyse de pratique, je suis passé à des cours de pédagogie, enfin un petit peu tout. Et puis après, je me suis intéressé à développer en fait les formations que j'avais, notamment tout ce qui était découverte du milieu, astronomie, les emmener faire des choses comme ça, notamment les langues aussi. J'ai fait pendant 10 ans un accord avec Oxford, avec l'université d'Oxford, de façon à pouvoir emmener mes étudiants là-bas et recevoir des jeunes oxfordiens, faire en gros de la pédagogie comparée dans des pays étrangers. Et pareil, je les ai emmenés en Espagne, en République tchèque, enfin, on a fait pas mal de choses comme ça. Et puis après, je me suis beaucoup occupé de l'école doctorale aussi, pour tous ceux qui venaient pour les nouveaux maîtres de conférences, les nouveaux ATER, etc. Donc voilà un petit peu ces choses-là, et voilà en gros mon job à l'université. Je suis arrivé à l'IUFM par l'intermédiaire du CAPES, comme j'avais plus grand-chose à travailler dans les sciences, mais à travailler dans les sciences d'éducation, je me suis inscrit à un DEA de sciences de l'éducation, enfin de didactique des sciences en fait, à Paris 7 avec Jean-Louis Martinan, et c'est un auteur qui m'a beaucoup intéressé, j'ai lu beaucoup de ses œuvres, et dans cette formation, il y avait aussi Annick Velbaret, donc j'ai lu beaucoup de travaux d'Annick sur la psychologie cognitive, notamment son bouquin, je crois, L'homme cognitif, qui était une source très importante pour moi. Et puis, nous avons eu aussi des intervenants comme Jean-Pierre Astolfi sur l'erreur, par exemple. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et puis, André Jourdan, qui était venu proposer, finalement, tout ce qui était sur les représentations. Et c'est après,
en m'intéressant plus à Gaston Bachelard, que j'ai vu que finalement, toutes ces représentations n'étaient qu'une forme finalement des obstacles épistémologiques qui pouvaient se prêter à ça. Donc voilà, donc ça a été les premiers auteurs qui m'ont intéressé. Et puis dans les années 2000, donc 5 ou 6 ans après, je me suis inscrit à un DEA là, de sciences de l'éducation à l'université de Nantes, où j'ai découvert Michel Fabre, hein, donc avec qui j'ai travaillé après de nombreuses années dans son séminaire Problématisation, et puis qui m'a fait découvrir tout un tas d'auteurs, donc à nouveau Bachelard, puisqu'il était très bachelardien, à nouveau John Dewey, par exemple, voilà, dans sa théorie de l'enquête, hein, et donc j'ai participé à ce moment-là au séminaire Problématisation, et aussi, pareil, avec Annick Velbarek, qui venait d'être nommé à Angers le séminaire de psychologie cognitive. Ce livre est issu finalement de la thèse que j'avais fait en sciences de l'éducation, sur en gros la didactique des sciences, on va dire, hein, la démarche d'investigation. Et c'est une question que je me suis vraiment posée, sur quoi je pourrais travailler? Parce qu'effectivement, on se pose toujours la question, une thèse, j'avais besoin de faire une thèse, parce que toujours pour des questions de compétences, quoi, enfin, et savoir de quoi on parle, on va dire, hein, voilà. Et je suis beaucoup posé la question. Et ce qui m'importait beaucoup, c'était la formation. Donc je voulais faire un travail qui concerne la formation des enseignants. C'est ça qui est important, donc de la didactique de la formation. Qu'est-ce qui peut servir pour la formation et rendre la formation efficace? Parce que souvent on entend chez nos étudiants, oh la formation c'est trop théorique, c'est coupé de la réalité, on s'emmerde, etc. Et c'est vrai que moi j'étais aussi habitué à aller dans les différentes classes de mes collègues parce que j'avais mes étudiants en doctorat qui devaient voir des leçons pour qu'on en discute, etc. Et je me suis dit, effectivement, il y a parfois dans la formation des moments où on s'ennuie. Donc quoi faire pour ne pas s'ennuyer, quoi? Donc comment essayer de faire? Donc les lignes de force, en fait, première ligne de force, c'est un principe d'isomorphisme en disant si on ne le fait pas en formation, eh ben on ne le fera pas dans sa vie professionnelle. Donc mettre les étudiants en situation de faire concrètement pour pouvoir après faire dans leur vie professionnelle. Euh, Par exemple, on parle d'interdisciplinarité. Eh ben, moi, je pense qu'il faut qu'ils vivent l'interdisciplinarité eux-mêmes, sinon jamais ils iront faire des choses. Donc je m'arrangeais pour que mes étudiants de CAPES, par exemple, fassent des choses avec des profs d'une matière complètement différente, pour pouvoir leur dire, c'est possible de travailler avec les... Je prends des exemples, par exemple, physique et latin, par exemple, hein. Faire venir des étudiants de lettres classiques avec des physiciens, qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Eh ben, on allait trouver des textes de Lucrèce sur la nature de la matière, etc. Et une fois qu'ils travaillaient sur ce que c'est que la matière, le vide, etc., la façon dont on progresse, tout le questionnement, etc., eh ben, le soir, il fallait qu'ils aillent prendre un pot ensemble, ils étaient super contents de travailler ensemble. Donc on se dit que si un prof de latin peut être copain avec un prof de physique, eh ben c'est important. Donc il y avait cette histoire d'isomorphisme. Je parlais des langues tout à l'heure. Je voulais que mes étudiants aussi puissent faire des cours dans des langues étrangères. Un physicien, si on l'emmène à Oxford, il est bien obligé de faire de la physique en anglais. Donc là, du coup, quand il rentre, il sait qu'il peut le faire. Et il sait que c'est quand même vachement intéressant. Et puis pareil, je sais pas, pour les gens du premier degré, qui se rendent compte de ce que c'est que le second degré, parce que c'est des mondes qui se connaissent pas, ou qui au mieux s'ignorent, et au pire se dénigrent. Donc l'idée, c'était de prendre des gens du premier degré et du second degré, pour les emmener au collège, pour les emmener à l'école, et qui voient que tous les stéréotypes qu'il y avait étaient pas très bons, et qui puissent, je dirais... tester justement et voir qu'il est possible de faire des choses et qu'eux-mêmes mettent en place des choses. Quelqu'un du premier degré va dire oui, mais il faut faire de la pédagogie différenciée parce qu'il faut aider les plus faibles, etc. Mais chez les ados, c'est pas pareil. L'ado, il veut surtout pas il veut être comme tout le monde, il veut pas qu'on lui fasse quelque chose. Donc arriver à ce que tout le monde se comprenne, essayer de savoir pourquoi on faisait pas les mêmes choses, c'est hyper important. Enfin voilà un petit peu cette idée, c'est-à-dire le principe d'isomorphisme. Et puis le deuxième principe, c'était la pédagogie des situations. J'avais lu ça chez Pierre Pastré, un didactique professionnel.
En gros, il faut immerger les gens très vite dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que la plupart de mes cours à l'IUFM n'avaient pas lieu à l'IUFM, mais étaient dans les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on allait faire nos heures dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles, et bah, ils voyaient, au lieu de parler de comment on peut faire un premier cours, bah, ils assistaient à un premier cours et après on débriefait. Si on voit, je sais pas moi, un nouveau cours, comment est-ce qu'on peut bien faire quand on n'y connaît rien un cours. Par exemple, mes étudiants n'étaient pas très forts en astronomie. Je leur disais, bah, la semaine prochaine, au collège, vous avez de la chance, parce qu'il y a un cours sur les phases de la Lune, vous allez apprendre des tas de choses avec les quatrièmes du collège. Ah bah c'est chouette ça. Bah oui, mais sauf que c'est vous qui faites le cours. Donc là, effectivement, on est amené à comment je peux faire pour préparer un cours dont je connais enfin, j'y connais rien. Et en plus, en mettant 3 groupes différents, sans se parler, bah, ils assistaient de 8h à 9h30, 9h30 à 11h, de 11h à midi et demi, à 3 cours préparés différemment, et ils voyaient qu'on pouvait, sur un même sujet, faire des cours qui n'avaient rien à voir et qui avaient chacun leurs qualités, leurs défauts. Donc c'est en voyant ce genre de choses qu'on apprend. C'est pas si moi je vais leur faire un truc en disant, vous savez, les cours sont différents. Enfin voilà, c'est-à-dire toujours on fait et on débriefe derrière avec le formateur et on regarde les choses, quoi, voilà. Donc les analyses, ou des analyses, je dirais, à chaud, comme ça, après le cours, où on allait voir des gens, ou bien des analyses plutôt à froid. Ce qui nous a permis, dans les analyses à chaud, de voir concrètement des profs se faire humilier par les élèves, par exemple. Hein. Et ça, on le lit dans les livres, mais quand on le vit soi-même dans un truc au fond de la classe, c'est important. Voir des profs maltraitants aussi, là, on l'analyse. Et c'est intéressant, parce que certains élèves, enfin certains étudiants, trouvaient ça très rigolo. Enfin, c'est toujours intéressant de travailler ça, je dirais, in situ, plutôt que d'avoir des discours là-dessus. Le troisième principe, c'était sur des pratiques réelles. Je voulais faire un travail sur des pratiques réelles et pas du déclaratif. Parce que le déclaratif, on peut dire non, mais est-ce que vous aimez, je sais pas, je peux dire oui, je peux dire non, et dire exactement l'inverse de ce que je veux. Par contre, il me fallait des outils pour pouvoir arriver à avoir la vérité derrière la chose, en quelque sorte. Et là, j'avoue que les travaux didactiques professionnels, les travaux d'Yves Clos, notamment, sur la clinique de l'activité, m'ont beaucoup aidé, notamment sur comment on appelle ça, l'autoconfrontation croisée, hein, avec les gens, et hybride, parce que à la fin, je faisais toujours intervenir le formateur pour aller insister, mettre le doigt sur les choses qui n'avaient pas été vues et qui faisaient mal, en quelque sorte. Hein. Parce qu'on peut évidemment essayer de comprendre dans la compréhension, mais parfois aussi le rôle du formateur, c'est d'aller voir quelque chose que personne n'a vu, quoi. Un tiers objet commun aussi, c'est-à-dire que cette autoconfrontation et les images, la vidéo, nous permettaient effectivement de travailler sur quelque chose de commun. Alors le livre est consacré bien sûr au rôle du formateur, hein, sur quelque chose qui se fait beaucoup en physique, de la maternelle, je dirais, à l'enseignement supérieur, qui est la démarche d'investigation. Alors la démarche d'investigation, c'est intéressant pour moi, parce que d'abord c'est une technique très socio-constructiviste, donc c'est intéressant, qui est une démarche qui peut être amenée dans toutes les sciences, pas simplement la physique, mais ça peut marcher dans beaucoup de disciplines. C'est non systématique, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux enseignants de faire des démarches d'investigation sur tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui s'y prêtent, il y a des choses qui s'y prêtent pas. Et donc pour l'enseignant, c'est intéressant de voir si tel ou tel sujet s'y prête bien. Après, c'est la liberté, laisser aussi à l'enseignant de construire sa situation comme il le souhaite. Et puis, il y a aussi une visée, une finalité quand même de construction de connaissances, qui me paraît très important, qu'on ne reste pas sur des compétences globales, mais qu'il y ait des connaissances qui soient apportées, des connaissances scientifiques, qui soient aussi, qu'on puisse déboucher aussi sur des connaissances épistémologiques, qui me paraît très très important sur la façon de faire la science, la façon de réfléchir. Et puis ça développe également l'autonomie des élèves. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire quelque chose sur cette démarche d'investigation. Beaucoup utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ces démarches d'analyse de pratique, hein, d'analyse de pratique à chaud ou à froid, avec cette autoconfrontation croisée suivie de l'avis du formateur.
avec évidemment beaucoup de déontologie là-dedans, donc pas du tout parler de ce qu'on vit, de ce qu'on voit dans les séances, puisqu'on est invité à chaque fois à faire les choses, le respect des personnes bien sûr, mais je crois que les étudiants là le comprennent très vite, parce que comme c'est eux qui passent à la casserole à chaque fois, si on dit du mal d'un collègue, très vite ça va pas. Donc en fait, j'ai jamais eu à déplorer quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et puis l'ordre de parole aussi très important, pour que respecter à celui qui a fait la chose s'exprime le premier pour donner son ressenti et tout ça, parce que c'est toujours désagréable de parler de ce qui va pas, etc. Puis les copains qui discutent et le formateur n'intervenant qu'à la fin pour permettre justement au groupe de réfléchir à ça. Et puis surtout d'essayer de voir dans toute situation l'imbrication des situations, puisque souvent on dit on regarde que cet aspect ou que cet aspect, mais en fait dans la situation il est important de voir quelles sont déjà les idées philosophiques, en fait, les principes de base de l'enseignant qui fait le cours, quelles sont son éthique, sa façon de faire, pourquoi il est là, de voir aussi dans quel contexte institutionnel il se présente, quels sont les moyens mis à disposition, et puis de regarder ce qui se passe du point de vue scientifique, c'est important de voir aussi la science, de voir l'aspect didactique, comment il est organisé, l'aspect pédagogique, et également l'aspect relationnel qu'il entretient avec ses élèves, tout ça étant impliqué. Donc ce livre, c'est en gros pourquoi tous ces étudiants qui arrivent, qui veulent être profs et veulent à tout prix faire des démarches d'investigation parce que ça leur plaît beaucoup, ils ont envie de faire ça, souvent sous forme un petit peu enquête Colombo ou autre, voilà, avec les élèves, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place? Et donc le but de ce bouquin, c'est un petit peu de récupérer tous les obstacles qui traînent à droite et à gauche dans tous les moments de la démarche, qui font que les élèves, que les étudiants n'arrivent pas à mettre en place ça, de façon à pouvoir le travailler évidemment en formation, et qu'ils puissent ressortir de la formation en étant capables de mettre en place des démarches qui marchent. Alors, je vais prendre des exemples, voilà, donc le premier exemple, c'est des obstacles qui sont sur les compétences scientifiques. Parce que on a beau dire, nos étudiants qui arrivent pour être des futurs profs de physique-chimie, parfois, ils n'ont encore pas tout compris à la physique-chimie, et des fois, ils vont avoir des attitudes dans la classe qui ne sont pas correctes du point de vue scientifique. Alors je prends un exemple, c'est en classe de 4e, moi je suis en train de filmer, et on est dans un petit circuit, voilà, un petit circuit tout simple, que tout le monde comprendra, avec une pile avec 2 lampes, et une première lampe qui brille, et puis une deuxième lampe qui ne brille pas. Donc voilà, à un moment donné, il y a un groupe d'élèves qui dit à la prof, madame, la lampe là elle brille pas, est-ce que vous pourriez me donner une ampoule qui fonctionne? Et la prof, très gentille, dit donnez-moi l'ampoule et je vais aller vous en chercher une autre, il donne, etc. Et puis un deuxième groupe, pareil, madame, mon ampoule brille pas, voilà, enfin, il se passe des choses comme ça. Et évidemment, dans le débriefing, quand on demande aux étudiants, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde dit, oui, c'est très bien, il y a une ampoule qui est grillée, donc on la change et c'est très bien. Je dis, mais ça vous embête pas que l'ampoule soit grillée? Ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et puis j'insiste. Alors donc, à la fin, il se dit, s'il insiste, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et je dis, oui, passez au tableau, donc dessinez le circuit, voit les choses. Et alors là, il y a le groupe qui au début disait, mais il n'y a aucun problème, ça marche très bien, raisonne que si forcément il y a une ampoule qui brille, l'autre n'est forcément pas grillée, puisque si elle était grillée, le courant passerait pas du tout et les 2 ampoules ne marcheraient pas. Donc s'il y en a une qui brille, c'est que forcément l'autre n'est pas grillée, il n'y a pas à la changer, il y a un autre problème. Et là, c'est une grosse réflexion du point de vue scientifique. Et très bien. Et alors après, la question qui tue, oui, mais alors pourquoi il y en a une qui brille et pas l'autre? Peut-être que c'est parce que la première, elle a mangé toute l'électricité, et on retrouve toutes les présupposés, les représentations des élèves, et ça nous fait donc l'occasion de discuter en débriefing, et justement tous ces présupposés qui sont là, pour essayer de voir un petit peu les choses. Après, le deuxième obstacle, c'est un obstacle lié, je dirais, aux conceptions pédagogiques. Par exemple, il faut arriver à cerner pourquoi est-ce que les étudiants vont se comporter ainsi ou pas. Par exemple, l'assistanat, par exemple. Il faut assister les élèves, comme si il fallait à tout prix être Mère Teresa ou un chien guide d'aveugle. On doit aider l'élève à faire. Mais
comme on est dans des situations problèmes, dans une démarche d'investigation, où on apprend effectivement à l'élève à construire ces modes de, je dirais, de construction du problème et de résolution du problème, plus on va l'aider, moins on va l'aider, puisqu'on lui donne tous les moyens de réussir sans avoir un travail cognitif intéressant. Donc du coup, les effets produits, ça court-circuite toute démarche cognitive chez l'élève, et il faut surtout pas faire ça. Mais je veux dire, tout le monde le fait sans s'en rendre compte, et donc la prise de conscience qu'on aide mal les élèves, c'est-à-dire on rend la situation problème garantie sans problème. Et une situation problème garantie sans problème n'offre aucun intérêt. Et puis pareil, du point de vue pédagogique, parfois les élèves les étudiants sont amenés à faire des cours dans des situations un peu différentes, donc réfléchir. Par exemple, une fois, j'ai un étudiant qui fait un cours dans l'amphi, où tous les élèves étaient montés en haut de l'amphi, bien sûr. Comment on gère ce genre de choses? Parce que ça va poser problème. Ou alors, quand on doit à tout prix être à côté de l'ordinateur, parce qu'on est prisonnier un peu de l'ordinateur, qui est dans un coin de la salle. Mais là, du point de vue pédagogique, c'est extrêmement compliqué d'expliquer un petit peu ce qui se passe et d'être collé sur son ordinateur et de vouloir être en communication avec les élèves. Donc tous ces problèmes pédagogiques-là, il faut les mettre en évidence de façon à ce qu'ils puissent comprendre pourquoi leur démarche d'investigation ne fonctionne pas. Alors ensuite, les obstacles les plus importants, finalement, vont être, pour cette démarche d'investigation, les obstacles didactiques. Et ces obstacles didactiques, on constate qu'ils vont s'incruster à chaque moment de la démarche. Une démarche d'investigation, en gros, il y a 6 grands moments, et à chaque fois, il y a des obstacles qui vont apparaître. Par exemple, le premier moment, c'est le choix de la situation pédagogique. Le choix de la situation problème, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le moment 1. C'est-à-dire, premier moment, le prof est là en disant « sur quoi je vais les faire travailler ?» Eh bien, jamais nos étudiants n'ont été habitués à créer eux-mêmes des problèmes ou à faire des choses comme ça. Et donc, il va falloir qu'ils s'habituent à trouver des choses avec, je dirais, un degré d'ouverture du problème qui soit suffisamment grand pour permettre aux élèves d'aller dans des chemins différents sans que la solution soit déjà donnée par l'énoncé. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça veut dire rechercher quels sont les problèmes. Par exemple, on a une eau dégueulasse dans la classe, comment je peux faire pour nettoyer l'eau en quelque sorte? Alors les élèves vont réinventer la décantation, la filtration, etc. Mais ça, je veux dire, ça ouvre des possibilités. C'est par exemple, on peut leur demander pourquoi il y a des jours et des nuits? Et ça, alors là, ça va y avoir une foultitude d'hypothèses. C'est parce que la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est parce que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Il faut que, en gros, la situation problème soit riche, parce que si la situation problème est pauvre, on va arriver très vite vers un TP presse-bouton habituel. Ça, c'est donc sa première chose. Après, il faut aussi, dans le moment 2, c'est quand on va faire, je dirais, la dévolution du problème, quand on va parler à la classe. Alors, dévolution, ou bien, alors ça c'est un peu au sens de Brousseau, mais ça peut être aussi l'enrôlement chez Jérôme Brunner. Comment est-ce qu'on va vendre en gros ce problème? Et là, les élèves veulent un principe de vraisemblance. Combien de fois ils se sont fait piéger en disant voilà quel est le problème, et il y a une élève qui lève la main en disant c'est pas possible parce que l'alarme elle va se déclencher quand le cambrioleur il rentre dans le truc, pas quand il va sortir, donc la police devrait être là. Alors là, ça flanque en l'air évidemment le problème, puisque le principe de vraisemblance n'est pas résolu. Après, on passe à la phase, le moment 3 un peu de la démarche, qui est la fabrication par les élèves des hypothèses et des protocoles pour essayer de trouver la réponse à la question qui est posée. Alors là, c'est très important parce qu'il y a une survalorisation en fait chez les profs de la phase expérimentale. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde aille tout de suite en train de bidouiller. Mais la phase de réflexion, c'est-à-dire en gros par groupe, sans matériel, sans rien, comment est-ce que je peux réfléchir à la question et imaginer mon protocole sans avoir recours déjà à tout le matériel? Souvent, le problème, c'est qu'on donne du matériel, et alors là, si on donne du matériel, évidemment, ça va poser un gros problème, parce que tout de suite, les élèves vont être complètement induits par le matériel qui est sur la table, en disant vous me posez une question, mais puisque sur la table, il y a ça comme matériel, forcément, il faut que je me serve de ça. Et en plus, avec dans l'idée que si tu l'as mis, c'est pour que je m'en serve. Et donc, c'est un petit peu comme si c'était exhaustif. Ça me rappelle un ouvrage que j'avais lu quand j'étais moi étudiant, qui était de Stella Baruch, qui était une didacticienne des maths à l'époque, qui s'appelait « L'âge du capitaine »,
qui avait demandé aux élèves, bah, il y a 3 moutons, il y a 2 vaches, il y a machin, il y a un capitaine, il y a des moussaillons, il y a des lieutenants, quel est l'âge du capitaine? Et alors tous les gamins mais, s'amusaient à calculer par addition, par soustraction, multiplication, parce que, en gros, si on donnait des données, bah, il fallait que ça serve. Donc il y avait une espèce de contrat didactique, etc. Donc, en gros, leur dire, bah, en physique, quand vous faites ce moment 3 où il y a de la recherche de comment je vais faire mon protocole des hypothèses, surtout, aucun matériel sur la table, rien du tout, vous n'induisez rien. Parce que combien de fois on voit que tout est induit. Après, dans le moment 4, quand ils font les expérimentations, alors là, il faut se surveiller soi-même, parce qu'on disait tout à l'heure en pédagogie, on va être Mère Teresa, ah tu n'y arrives pas, bah attends, je vais te le faire. Bah, si on le fait à la place de l'élève, forcément l'élève, il apprend rien. Et surtout, ce qui est pire, c'est avec les élèves en difficulté. Parce que le meilleur moyen pour un élève dit en difficulté, c'est de l'aider trop fort. Et si on l'aide trop fort, bah, lui-même ne va pas pouvoir créer dans sa tête une structure de résolution de problèmes. Donc en fait, c'est un élève qui est en difficulté, mais on le rend encore plus en difficulté parce qu'on ne lui permet pas d'essayer de trouver par lui-même les choses. Hein, voilà. Donc j'allais dire, dans cette histoire-là, c'est une histoire peut-être dans ce moment 4, là, où on fait les manips, de ne pas se focaliser sur, je dirais, la solution canonique, ce qu'attend le prof, en fait. Hein. Combien de fois on voit, bon, bah alors vous faites quoi? Ah ben je veux vérifier qu'il faut que le courant dans un circuit série, le courant il est le même en tous les points du circuit, ah ben il me faut un ampère-mètre. Mais un seul ampère-mètre, tu es sûr qu'il faut un seul ampère-mètre? Ben là déjà l'élève dit peut-être 2. Ah bon, il n'en faut que 2? Ah bah peut-être 3. C'est-à-dire que dans l'aide de l'enseignant, dans tout le rapport en fait à ça, c'est l'enseignant qui va donner la formulation. Donc voilà. Il faut que le guidage soit le plus light possible et n'aider que vraiment en cas de difficulté ou trouver des systèmes de joker ou de choses comme ça pour que les élèves puissent quand même réfléchir. Pareil, le patrouillage que fait le prof pour aller voir les groupes, on ne doit pas à ce moment-là faire à la place de l'élève, parce que si on fait à la place, voilà, alors l'argument était toujours, oui mais je veux gagner du temps, donc si je veux gagner du temps, oui mais justement, réservons ces séances là, puisqu'on a dit on n'est pas obligé de faire des démarches d'investigation à chaque semaine, eh ben, réservons ces démarches où vraiment on va vivre vraiment la démarche, jusqu'au bout, et pas la balancer trop rapidement. Donc, important. Ensuite, il y a la phase qu'on appelle, nous, de comparaison, le moment 5, en gros, dans la démarche, où chaque groupe explique un peu ce qu'il a fait, et qui est une phrase où on peut développer un peu l'épistémologie, réfléchir un petit peu à ce qu'on a fait, et revenir sur les erreurs. Cette phase, elle est pratiquement jamais faite, parce que on a passé beaucoup de temps à bidouiller, à faire les choses, et finalement, eh bien, cette phase, elle est escamotée. Donc, faire prendre conscience aux étudiants que cette phase, c'est finalement ce qui a pratiquement de plus important dans la méthode, et que même les erreurs sont importantes, et savoir expliquer pourquoi j'ai fait une erreur, l'avoir comprise, et être sûr, et de l'expliquer aux autres, c'est hyper important. Souvent, le prof a dit « Ah bah, eux, ils ont trouvé la bonne solution, donc hop, je me focalise sur la solution canonique, ce groupe passe au tableau, et une fois qu'il a dit « Voilà, je fais comme ça et ça marche », eh ben ça y est, on passe à autre chose. Mais on ne revient pas sur les erreurs. Voilà. Et puis pareil, dans le sixième moment, c'est dans cette phase d'institutionnalisation, il va falloir quand même qu'on ait les connaissances, très souvent cette phase est escamotée, parce que ça sonne, et puis il faut partir. Et donc on a passé notre temps à bidouiller, mais finalement on ressort de là en oubliant ce qu'on a fait, à la limite. Et cette structuration des connaissances n'est pas faite. Et puis souvent, eh bien, elle est faite parfois je dirais, d'une manière peut-être pas, où on confond, comme on dit en didactique professionnelle, la tâche productive et la tâche constructive. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent, bah voilà, il y a eu une solution, il y a un crime, à la fin tout le monde dit, c'est Sophie qui a tué. Oui, mais c'est pas le colonel Moutarde, on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment vous avez fait, et vous avez appris, je sais pas, la chromatographie, etc., pour résoudre votre problème de chimie, etc. Et en fait, on revient pas suffisamment sur qu'est-ce qu'on a appris en faisant cette enquête, plutôt que de dire c'est machin qui a tué, qui n'a aucun intérêt. Donc effectivement, c'est en gros bien qu'il fasse cette prise de conscience qu'on ne fait pas les choses pour résoudre le problème, mais pour
construire soi-même les connaissances pour après qu'on puisse comprendre à quoi sert une chromatographie, par exemple, si je prends l'exemple de la chromato. Les effets, ils sont évidents, hein. Très souvent, cette démarche d'investigation devient un TP presse-bouton, puisque finalement on dit aux élèves ce qu'il faut faire, donc ça ne devient plus la chose. On évacue aussi bien souvent les problèmes scientifiques. Alors si je reprends l'exemple de la chromatographie, en gros, on met des petits produits chimiques, et quand il y a un élément qui les pousse, eh ben, ils ne montent pas à la même vitesse. Bon voilà, ce qui nous permet de savoir en gros ce qu'il y a pour voir si c'est du poison ou pas du poison dans les enquêtes policières. Eh bien, il y a un élève qui dit « Ah oui, mais le bleu, il est monté plus vite que le rouge, parce que le bleu, c'était une petite goutte, et le rouge, c'était une grosse goutte. » Au lieu de lui dire tout de suite « Bah non, le bleu, il montera toujours plus vite », il faut dire « Ah voilà, c'est intéressant ce que tu dis là. Si c'est une petite goutte, ça monte plus vite que la grosse. Mets par exemple une petite goutte bleue, une grosse goutte bleue, puis tu vas voir. » Et là, c'est l'élève lui-même qui va voir que non, ça marche pas. Que même la grosse goutte bleue, elle va monter aussi vite que la petite goutte bleue. Et que ça infirme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer à côté de démarches scientifiques importantes. Hein. Si on prend Fleming, si on prend Becquerel, quand ils ont fait leur découverte de la pénicilline, de la radioactivité, c'était par hasard, parce qu'ils ont fait des choses, et ils ont essayé de comprendre ce qui se passait. Donc là, il faut aussi que l'élève puisse faire les choses. Pareil, faire travailler l'épistémologie, travailler la comparaison, comprendre que ce travail de recherche, ça doit être un travail partagé, que la recherche se fait, la vie scientifique, c'est toujours dire ce qu'on fait aux autres, c'est pas quelque chose à soi, donc il faut profiter de tous ces moments pour faire ça, et puis revenir bien sûr sur le statut de l'erreur. Et le dernier obstacle qu'on doit mentionner aussi, c'est l'illusion de la transparence du discours. C'est-à-dire quand on parle, eh bien, il y a souvent des malentendus. Alors là, je fais référence un peu à Bautier, Rayou, sur le groupe Escole, hein, qui avait travaillé, je crois, pendant un moment sur ces malentendus. À la fois des mots ambigu. Quand un prof dit d'accord à l'élève, est-ce que ça veut dire d'accord, est-ce que ça veut dire oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ou oui, d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, et le contenu de ce que tu dis, c'est bien la vérité. Enfin, il faut arriver à bien comprendre et pas avoir des guidages implicites, voire explicites. Hein. Pareil, souvent, les profs, quand ils donnent une consigne, moi j'avais bien aimé Rogalski, Eugène Rogalski, qui faisait la différence entre la tâche attendue, la tâche prescrite, la tâche redéfinie, la tâche réelle. Je trouvais que cette tâche attendue, c'est ce que le prof a dans la tête, mais bien souvent, il demande quelque chose, mais il ne s'exprime pas bien, et donc la tâche prescrite n'est pas ce qu'il attend que les élèves fassent. Je vais prendre un exemple, pour revenir à notre exemple tout à l'heure de la lampe grillée, là, etc. Comment est-ce qu'on peut modéliser une lampe grillée quand on fait un petit montage? En fait, il faut la dévisser. Si on dévisse la petite lampe, dans le circuit, c'est comme si elle était grillée, ça évite de griller les lampes. Hein. Donc on la dévisse. Mais au lieu de demander aux élèves comment est-ce qu'on peut faire en sorte dans un montage que la lampe soit grillée, en fait, il dit mais comment est-ce qu'on peut représenter dans le montage une lampe grillée? Et les élèves, à ce moment-là, se sont dit, mais ça doit être au niveau du circuit électrique, de la schématisation qui nous demande ça. Donc, comme une lampe est représentée en physique par une croix avec un rond autour, eh bien, les élèves vont dire, on met un rond mais avec une seule barre, ou on met la croix mais sans le rond. Et la prof disant, mais je comprends pas, c'est pas du tout ça que je vous demande. Mais si, finalement, quand on fait l'analyse, c'est bien ce qu'elle demandait, mais en fait, c'est pas ça qu'elle voulait leur demander. C'est ça qui est très important. Donc le langage, en fait, aussi, est très très important. C'est ça qui est très important. Et puis, pareil, il faut des malentendus généralisés avec des inductions fortes. Hein. Si on parlait tout à l'heure de mettre à disposition du matériel, ça, j'ai même pas besoin de parler, mais si je mets le matériel sur la table, on va dire, voilà, c'est l'exhaustivité, etc. Et puis, tous les phénomènes aussi interdidactiques. Souvent, nos étudiants ne sont pas très au courant de ce qui se passe dans les didactiques à côté. Et par exemple, si je prends la physique avec les arts plastiques, hein, si on leur demande le rouge, est-ce que c'est une couleur chaude ou froide? Les étudiants vont nous dire si, c'est une couleur chaude, le rouge, etc. Bon, ce qui prouve qu'ils n'ont rien compris en sciences, parce qu'en sciences, justement, on montre que le bleu est très chaud et le rouge, c'est quelque chose de très froid.
Et il va dire, bah oui, mais attendez, depuis que je suis tout petit, quand je vais dans les toilettes, quand même, le robinet d'eau froide, il est bleu, et puis le robinet d'eau chaude, il est rouge. Et là, on revient sur les représentations. Mais c'est vrai que bah, l'eau, quand elle coule, elle est transparente, elle n'est pas bleue, elle n'est pas rouge. Tout ça, c'est des conventions psychologiques et les choses. Mais quand on met des lumières rouges, des lumières bleues, ça n'a rien à voir. Donc, le prof d'art plastique, il a raison de dire que le rouge est une couleur chaude, comme le prof de physique a raison de dire que c'est une couleur froide, mais il faut expliquer qu'on ne parle pas de la même chose. Et donc, déjà dans la tête des profs, c'est compliqué, alors dans la tête des élèves, évidemment, ça risque d'être encore plus compliqué. Je dirais dans une formation toujours au plus près, je dirais, du métier, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça qui est important dans le concret, quoi. Pas de formation livresque, déconnectée un petit peu, aller voir ce qui se passe concrètement et réfléchir à ce qu'on voit. Et je crois que c'est important. Je pense qu'en gros, la théorie doit venir de ce qu'on voit en pratique, quoi. Enfin, parce que on parlait des représentations tout à l'heure, on peut faire un cours sur les représentations, mais le mieux c'est quand même de les voir, de les faire travailler et après d'amener la théorie, quoi. Enfin, je pense. Hein, travail donc sur les conceptions, ça je crois que c'est fondamental, à la fois scientifiquement, pédagogiquement, voilà. Prise de conscience des obstacles, ça c'est hyper important. Donc, mais pas amener Bachelard tout de suite, enfin, y aller progressivement et qu'ils comprennent bien un peu ce qu'il veut dire. Et puis travailler sur toutes ces phases, puisque si là on est dans la formation, la démarche d'investigation, eh ben, c'est reprendre en gros tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire voir ces 6 phases, bah, comment je fais ma situation problème, voilà, comment je vais travailler cette ouverture du problème, qu'est-ce que je vais donner comme chose, comme données, comme conditions aux élèves pour qu'ils arrivent à pouvoir eux-mêmes trouver une solution intéressante ou même des solutions intéressantes et en discuter après. C'est après, bah, dans le moment 2, comment je vais les appâter pour qu'ils soient tous ravis de faire ça. Après, bah, leur laisser travailler leur réflexion sans matériel, bien sûr, hein, on disait tout à l'heure. Puis après, faire cette phase, de mon point de vue, la plus importante, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on discute, quoi. Là, je me souviens des élèves, on leur avait fait regarder la Lune pendant 2 mois. Chaque soir, ils devaient regarder la Lune, puis dessiner la Lune, ce qu'ils voyaient. Enfin, soir, non, enfin, dans une journée. Et puis après, ben, on débriefait. Alors, qui l'a vu le premier? Bah, moi, je l'ai vu, moi, je l'ai pas vu. Puis on discute, quoi. Alors, tout le monde l'a vu, ouais, elle avait quelle forme? Puis on construit le cycle de la Lune ensemble. Et puis on regarde un peu. Puis après, on se pose la question, mais pourquoi la Lune? C'est dû à quoi? Pourquoi ça fait ça? Eh ben toi tu l'as vu, mais toi tu l'as pas vu le même jour. Mais pourquoi toi tu l'as vu? Ah ben oui, mais moi je l'ai vu à 17h. Ah oui, mais moi à 20h je l'ai pas vu. Ah mais pourquoi on le voyait pas? Ben peut-être que moi il y avait un immeuble en face qui... Enfin on essaie de travailler la science, c'est-à-dire qu'en gros, c'est essayer de construire qu'est-ce que c'est que la science, comment ça fonctionne. Voilà, sinon bah, institutionnaliser, parce qu'on est là pour avoir des savoirs. Et c'est vrai que ce que je ressors un peu de ça, c'est que nos étudiants doivent sortir avec des connaissances. Et c'est vrai que ben, toute cette phase un peu où on passait beaucoup de temps sur les compétences, etc., transversales, j'ai rien contre les compétences, mais les connaissances, c'est quand même important. Il faut vraiment qu'ils sortent avec des choses, des savoirs, parce que avant, j'aimais beaucoup, hein, au début, quand j'étais petit, on dirait savoir, savoir-faire, savoir-être. Je trouvais ça très bien. Et ça, c'est hyper important, quoi.